Salut l'équipe et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, on aborde le sujet des standards et leurs limites. C'est parti! Les standards et leurs limites sont un sujet qu'on a déjà évoqué dans un article de blog que je vous invite à aller consulter sur notre site Watt. On écrit régulièrement des articles de blog qui peuvent vous servir. C'est un sujet que je souhaitais évoquer en vidéo de par son importance et par le fait qu'une mauvaise approche, des mauvaises approches au quotidien, des mauvais comportements face aux standards, des mauvaises utilisations de standards sont un frein à la progression. Je m'explique. Je ne suis pas en train de dire que les standards sont à laisser de côté. C'est bel et bien un outil indispensable en termes de programmation, en termes de progression, pour déterminer des étapes à franchir, des objectifs à atteindre. Ça, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs parce qu'on a trop peu de standards dans nos sociétés, qu'on a trop peu d'exigences et que ça part en couille. Donc, que ce soit dans la préparation physique généralisée ou dans tous les autres domaines, on doit utiliser les standards. Mais quand ils sont mal utilisés et mis au centre de toute réflexion, c'est là que ça pose problème. La problématique s'installe lorsqu'il s'agit de prioriser les standards d'exécution face à un axe de développement. Je m'explique, si on prend plusieurs exercices pour donner un exemple et qu'on part sur un toast to bar, où le standard d'exécution, c'est bel et bien d'aller toucher les deux pieds en contact simultanément avec la barre. Si on se concentre uniquement et simplement sur le standard d'exécution, qui est le contact des pieds, sans parler de la position basse, évidemment, on va demander à notre pratiquant d'aller forcément toucher ce contact-là, ou alors on va lui mettre en tête de chercher à obtenir ce contact qui est le standard de base, et on va oublier complètement la mécanique et l'essence même du mouvement, qui est la compréhension du geste, l'utilisation des fléchisseurs de hanche avec les fléchisseurs du tronc dans une même synergie pour créer un mouvement qui nous emmène vers une exécution propre et qualitative. C'est ce qui donne naissance, notamment dans cet exemple-là, à des toast to bar où je vais aller toucher mes pieds dans un keeping et un timing qui n'est pas du tout respecté et où je me retrouve à faire la balançoire au bout de 2 reps ou alors que je suis incapable d'enchaîner 2 répétitions. Alors que si on réfléchit plutôt qu'en termes de standard dans un entraînement et donc dans le développement des compétences qui sont amenées à ensuite me permettre de performer sur une exécution, on va réfléchir plutôt à la mécanique de mouvement qui est d'engager mes fléchisseurs de hanche avec mes fléchisseurs de tronc dans un press-back correct et une poitrine, une cage thoracique qui est fermée. On va donc avoir un engagement du bassin en cuillère, quitte à monter que les genoux, pourquoi pas, et coller tout ça dans un timing de arche, holo, cohérent qui me permet d'enchaîner plusieurs répétitions. Et on va pouvoir mettre de plus en plus d'intensité, de plus en plus de hauteur et progressivement emmener le pratiquant vers la réalisation d'un toast to bar standardisé avec un contact de pied. Mais pour ça, il faut respecter une chronologie, un apprentissage de schéma moteur correct. De la même manière, si je reste sur la gymnastique suspendue et que je prends l'exemple de la pull-up et du chest to bar, où je rappelle le standard de la pull-up, c'est simplement de passer le menton au-dessus de la barre et de revenir bras tendus. On parlera surtout de la phase haute du mouvement et le chest to bar, la même chose avec un contact à la poitrine. La problématique que je vois souvent entre la pull-up et le chest to bar, c'est que quand mon adhérent, mon pratiquant arrive à réaliser une pull-up et a du mal à réaliser une chest to bar, quand on lui parle de chest to bar, on lui parle de standard de chest to bar. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander un contact absolu et nécessaire entre la barre et sa poitrine. Le problème, c'est que si on se focalise simplement sur ce contact-là et qu'on ne l'incite pas à rester dans la bonne mécanique d'un bon press avec une poitrine fermée, un tirage qui est plus horizontal que la pull-up et une ouverture éventuellement thoracique dans la dernière phase du mouvement de manière à valider le standard de contact, on va au contraire focaliser sa concentration sur uniquement le contact. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ouvrir trop tôt, souvent aller chercher beaucoup d'horizontalité, ce qui va effectivement lui permettre d'obtenir le résultat de contact sur une, pourquoi pas 2 reps, et ensuite ça va partir en couille sur un balancier. Il ne va pas être en mesure de renvoyer dans son keeping un bon arch, un bon holo, et on va perdre sa capacité à enchaîner les répétitions de chest to bar, ce qui fait que par lui-même, il va prendre l'échappatoire de réaliser des pull-ups en WOD par exemple, ou simplement se contenter de faire des chest to bar de standard parce qu'on va lui dire bravo et l'encourager quand il aura touché la barre, et dégrader son mouvement et tout l'apprentissage qu'il aura fait sur la pull-up. Si on veut adopter la bonne approche, au contraire, dans cet exemple de chest to bar, il faudra mettre le standard de contact de côté de manière à privilégier une bonne trajectoire,
un bon timing, un bon press et surtout de bons alignements de manière à ce que le chest to bar, je vous le rappelle, ne reste pas sur du chest to bar mais évolue plus tard sur le muscle up. Et à ce moment-là, à privilégier le fait que mon adhérent ou mon pratiquant aille chercher dans des bons alignements et dans une bonne mécanique la hauteur d'un chest to bar, quitte à pourquoi pas ne pas créer le contact, quitte à créer la bonne hauteur, voire même une hauteur intermédiaire. Et ça permettra déjà de 1, d'apporter la progressivité nécessaire à mon adhérent de manière à ce qu'il reste dans une bonne mécanique de mouvement. Et ça peut lui permettre aussi de ne pas se bloquer mentalement en lui disant « Si tu n'as pas les chest to bar, contente-toi de faire des pull-ups ». Bah non en fait, parce que si je fais des pull-ups dans un putain de WOD, parce que si j'ai pas les chest to bar, je peux pas faire des chest to bar, ben je vais continuer à m'entraîner en pull-up, je serai fort en pull-up, mais c'est pas pour autant que je vais passer une seule chest to bar dans quelques semaines. Pas du tout. Par contre, si j'ai des facilités à exécuter des pull-ups de manière propre, même sous fatigue dans un WOD, mais que j'ai pas encore les chest to bar, et que là j'invite mon pratiquant à aller chercher un standard de pull-up, justement on parle de standard, mais un standard bien positionné, un standard intelligent, qui est simplement un standard d'exigence plus important où je vais aller demander plus de hauteur dans ma pull-up à mon adhérent. Il va se rapprocher progressivement, mais tout en restant dans la bonne exécution de la hauteur et du contact de la chest to bar. Ce qui m'emmène vers un dernier exemple qui n'est pas un mouvement cette fois-ci, mais plus un comportement et une mentalité, parce que le but, ce n'est pas de vous énumérer tous les mouvements pour lesquels on pourrait faire une liste et vraiment une description détaillée sur la totalité des mouvements qu'on retrouve dans notre discipline. Mais cette façon de penser s'applique aussi sur vos entraînements au quotidien, notamment quand je prends l'exemple d'un Fort Time, par exemple, qui est écrit sur le tableau de la programmation de ma box, et que parce que le Fort Time signifie par définition qu'il faut réaliser la totalité du workout le plus vite possible en fonction de ses capacités, je me focalise que sur le standard du Fort Time. Alors que, en fonction des lacunes de mes adhérents, de mes pratiquants, ce n'est pas du tout ça qu'il va falloir aller chercher. Si je prends l'exemple de Alicia qui a du mal à gérer une dumbbell à 15 kg sur des dumbbell snatch et qui, parce que c'est dur à 15 kg, mais qui a écrit Fort Time au tableau et qu'elle veut aller aussi vite que sa copine, elle me prend une putain de dumbbell de 10 pour pouvoir avoir le même rythme que les autres et finir plus vite que les autres parce que vous comprenez, le standard c'est Fort Time. Et bien cette fameuse Alicia qui a pour lacune la gestion de charge un petit peu plus importante sous fatigue, va continuer à entraîner sa lacune, de travailler avec des charges légères et d'être bloquée quand elle sera confrontée à des charges un petit peu plus importantes. Si maintenant j'inverse cette approche-là, que je considère que la lacune principale et donc l'axe de développement qu'il faut aller chercher avec cette Alicia, c'est la gestion de charge un petit peu plus importante sous fatigue, dans des formats 15 minutes ou longue durée, peu importe, je vais inciter mon adhérente Alicia à récupérer une charge de 15 kg, à aller plus lentement, à couper beaucoup plus ses reps, mais à travailler sur quelque chose qu'elle a besoin d'entraîner, puisque par définition, l'entraînement est là pour repousser les facteurs limitants qui vous bloquent lorsqu'il s'agit de performer. Et je vais donc être cohérent avec l'axe de progression dont a besoin mon adhérente. On peut pousser cette réflexion plus loin encore quand on essaye de parler et quand on essaye de prendre en compte tout ce qui est skill et développement des compétences, que ce soit en gymnastique, en haltéro ou peu importe, où je vois trop de gens qui s'entraînent en se disant si le standard est respecté, c'est OK, et qui s'autorisent à faire des mouvements qui, là en l'occurrence, sont bien en dessous des standards d'exigence qu'ils devraient avoir. Par contre, en adéquation avec les standards de répétition mis en place par les compétitions, etc. Alors que s'ils augmentaient leur niveau de standard d'exigence et de discipline à l'entraînement et qu'ils baissaient en parallèle l'exigence de standard sur la répétition en elle-même, ils se focaliseraient sur quelque chose de bien plus intéressant, notamment développer leur capacité à exécuter des répétitions avec une qualité d'exécution perfect form, de manière à pouvoir bénéficier de cette capacité à un niveau peut-être dégradé sous fatigue lorsqu'ils sont dans un WOD. Si je devais imager ça, on pourrait prendre l'exemple du starfish dont on vous parle souvent, où monsieur et madame tout le monde, à l'entraînement, s'autorisent à faire des starfish qui sont, en plus d'être dégueulasses en termes de performance, pas bons pour leur santé et qui vont finir par leur péter les genoux. Mais vu que c'est rep et vu que c'est standard de power, parce que tu comprends, je n'ai pas cassé la parallèle, c'est OK. Augmentez vos standards d'exigence en faisant des power un peu moins lourds avec une qualité de mouvement pépite, plutôt que de chercher à obtenir une rep ou no rep. Sur le côté psychologique, vous devez en plus comprendre que placer les standards au centre de tous les objectifs va créer des blocages pour vos adhérents. Si, je reprends l'exemple du toast to bar pour prendre un exemple qu'on a cité, j'ai un ou une adhérente qui n'arrive pas à réaliser les standards d'exécution de contact des pieds
pour le toast to bar, individuellement, de son côté, sans le vouloir et inconsciemment, il ou elle va toujours s'échapper en prenant l'option inférieure, notamment peut-être des knee raises qui sont exécutés nickel, plutôt que d'aller chercher un intermédiaire qui, lui, n'est pas standardisé entre le knee raise et le toast to bar, standard, rep ou no rep. J'aimerais terminer avec un exemple auquel j'ai été confronté ce matin en coaching week notamment, parce que le but, ce n'est pas de vous gaver avec des milliards d'exemples derrière, mais si vous adoptez cette approche des standards et cette utilisation saine des standards dans vos entraînements ou dans votre coaching, ça vous permettra en plus d'ouvrir des possibilités de développement et des axes de progression bien plus intéressants. Ce matin, j'ai eu l'occasion de coacher une coaching week en handstand walk sur des fondamentaux, des standards, un socle de fondamentaux pour la préparation en handstand. Et si j'avais demandé à ma cliente d'obtenir des standards, je lui aurais demandé un résultat. Lorsque vous êtes dans du coaching, et notamment lorsque vous voulez apporter des corrections techniques, vous ne pouvez pas toujours demander un résultat. Vous devez demander une intention, vous devez demander une sensation, et notamment en handstand, je lui demandais de travailler sur du handstand balance, donc la répartition de poids de corps, des transferts d'appui et la conscience corporelle de son centre de gravité par rapport à son polygone de sustentation. Si je demande un résultat qui est de décoller les mains du sol alors qu'elle n'a pas la capacité de tenir les alignements qui sont propices à faire ensuite du handstand walk et du handstand complexe, je considère que le standard est prioritaire. Je l'autorise donc à avoir des alignements qui ne sont pas bons, des compensations qui sont exagérées, et je freine la progression de ma cliente sur une exécution bien plus complexe. Si au contraire, dans mon coaching, j'accepte pendant un temps, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir plus tard, de laisser les standards de côté, je lui demande d'avoir une sensation, de développer une haute conscience corporelle de son centre de gravité dans l'espace et que les mains ne décollent peut-être même pas du sol, mais que par contre son transfert soit fait dans des bons alignements et dans des bonnes sensations, je suis en train de développer la précision gestuelle et la conscience de ma cliente sur l'exécution de fondamentaux solides. Bref, si je devais conclure tout ça en une seule phrase, vous devez bel et bien garder les standards comme un outil de travail parce que c'est indispensable de manière à créer des progressions et fixer des objectifs qui sont cohérents et évaluer aussi la capacité d'exécution, la capacité de performance, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous devez surtout garder en tête et rester capable de les mettre de côté et d'arrêter de les prioriser dans les phases d'entraînement. Attention à ne pas vous méprendre, la mise de côté des standards doit être faite seulement si c'est nécessaire et ne doit pas vous servir d'échappatoire ou servir d'échappatoire à vos pratiquants, à vos adhérents en termes de difficulté. C'est bel et bien un outil de manière à pouvoir créer des corrections techniques et des apports de progression et non pas une possibilité de minimiser la difficulté ou de faciliter un mouvement simplement par flemme ou pour s'échapper. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et j'espère voir davantage de personnes adopter la bonne approche. Faites attention à vous, on vous observe, on vous voit, faites pas de la merde.